said, "No, let me go, let me go." He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead. Dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. Je vous souhaite un bon début de semaine sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans mon rendez-vous préféré, à peine de parti pris pour vous en parler, l'émission Suspect X consacrée au phénomène de true crime, de tueurs en série. Et ce soir, j'ai hâte de voir parce qu'on est dans la section occultisme, oui, de notre émission et dans une affaire criminelle qui est non résolue. Notre suspect X de la soirée est celui qu'on a surnommé le tueur du Zodiac, qui est toujours non identifié au moment où on se parle. Mon cher Christian Page, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu as tout à fait raison de le mentionner. Hein. C'est un dossier toujours ouvert et non résolu. Puis c'est amusant que tu mentionnes cet aspect-là de l'occulte, hein, parce que j'ai eu une relation un peu partagée avec le tueur du Zodiac par rapport à cette notion de l'occulte. Hein. En quoi elle l'est? C'est comme ma première question. Voilà. C'est ça, je suis contente que tu dises oui, moi aussi, je comprends pas. Moi aussi, je comprends pas. Non, mais quand j'ai fait les séries des tueurs de l'occulte et quand j'ai écrit les livres Les tueurs de l'occulte, il y a plusieurs tueurs qui étaient souvent identifiés comme étant peut-être à caractère occulte et pour lesquels, après avoir fouillé le dossier, je dis ouais, c'est pas si évident que ça. Et ça ne minimisait en rien l'intérêt de cette affaire criminelle. Mais dans l'affaire du tueur du Zodiac, parce qu'il faut savoir, quand on parle de crime occulte, et c'est pourquoi je l'ai introduit cette semaine avec cette thématique-là, hein, parce qu'on va aborder un peu la notion de l'occulte, mais dans les faits, lorsque l'on parle de crime occulte, quand on se réfère aux données que fournissent les services de renseignement, et principalement le FBI, qui a fait une investigation qui était tout à fait extraordinaire là, à la fin des années 80 et début des années 90 sur les soi-disant crimes à caractère occulte, un rapport d'ailleurs qui a ébranlé beaucoup de gens, qui misaient beaucoup de trucs ou qui disaient ou des gens qui s'étaient tout simplement développé un commerce autour de ça. Hein. À la fin des années 80, début des années 90, on était encore à vivre un peu les relents de ce qu'on a appelé la panique satanique. Oui. Et il y a des gens, soi-disant médiums, ou des gens qui faisaient un peu de la psychologie populaire à Saint-Sou, qui, eux, offraient leurs services pour aider des gens qui étaient aux prises avec des sectes sataniques et tout le reste, et donnaient des séminaires sur comment reconnaître des crimes sataniques et tout le reste. Hein. Et j'imagine qu'il y en avait aussi qui s'offraient comme formation ou comme cryptologue. Ah, tout à fait. Et c'était du grand n'importe quoi. Je veux dire, je veux pas tirer sur personne. Mais tu sais, moi, si quelqu'un me dit je t'offre un séminaire sur apprenez à développer vos énergies, là, pas quoi. J'aurais tendance à mettre ça dans mon petit livre Affaires douteuses. Tu sais, bon, c'est un peu la même chose. À un moment donné, là, tu sais, des gens qui offraient des séminaires, et je sais, j'ai assisté à l'un de ces séminaires avec la police de Toronto. C'était du grand n'importe quoi. Là. Honnêtement, j'étais dans la salle, j'écoutais ça. Le type qui venait nous dire si le pentagramme est d'une telle façon ou d'une telle autre façon, ou si c'est comme ci ou comme ça. Ça, c'est de la foutaise, là. C'est de la bouillie pour les chats, là. C'est du n'importe quoi. En fait, cette connaissance-là, ces gens-là n'ont aucune formation. La formation qu'ils ont, c'est une formation qui est complètement à côté de la plaque. Hein. Moi, j'ai vu, par exemple, un sociologue qui disait, un sociologue d'une université importante canadienne qui disait, voilà, je suis un spécialiste des crimes occultes, mais il n'avait aucune formation sur les crimes occultes. Le fait d'être sociologue ne fait pas de toi un spécialiste de l'occulte. Et non. Il répétait... Il y a une mer entre les deux. Absolument. Hein? Et il répétait des bêtises qu'on entendait dans des films, Le bébé de Rosemary et compagnie. Là. Je disais, c'est ça sa référence, lui. Là. C'est la pop culture. T'sais. C'était du grand n'importe quoi. Et puis arrive cette fameuse investigation menée entre 1989 et 1991 par le FBI. Hein. À ce moment-là, il faut quand même replacer le contexte. Il y avait cette croyance en la présence de groupes occultes tentaculaires. D'ailleurs, dans ma conférence, là,
prochainement, là, que je vais faire à Québec le 3 mai et le 17 mai à Montréal. Je vais en parler justement de comment des gens ou des journalistes ont voulu voir des éléments tentaculaires là où il n'y en avait pas. Et l'un d'entre eux, par exemple, il est spectaculaire, hein, de quelle façon on a déformé les faits. C'est bien l'affaire de David Berkowitz, qu'on avait surnommé le fils de Sam. Oui. Mais cela étant dit, aujourd'hui, notre suspect X étant le Zodiac, mettons-nous des balises. Est-ce que c'est Christian, la première question que j'avais pour toi par rapport au tueur du Zodiac, comparativement à Jack l'Éventreur, est-ce que c'est un des plus grands John Doe de l'histoire du true crime? Je te dirais que oui. Hein? Il est pas très loin. Hein? Si on regarde la quantité de documentaires, de livres et d'intérêt public qu'il a soulevé, le nombre de suspects, à un moment donné, hein, les services de la police avaient recensé plus de 2500 suspects. C'est énorme. Dont Charles Manson. Voilà, dans l'affaire du Zodiac. Donc, et c'est amusant parce que tu mentionnes Charles Manson et je me disais souvent à propos de Jack l'Éventreur qu'on avait même suspecté à un moment, dans la liste des suspects, on retrouve Lewis Carroll, hein, celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Oui, OK. Là, tu dis, bon, tu sais, dans le Zodiac, on a suspecté Charles Manson, c'est bon. On a aussi suspecté une organisation. On pourrait faire une émission là-dessus, hein? L'Église du jugement dernier, hein? L'Église, le Process Church of the Final Judgment. Comment te le traduire en français? L'Église progressiste du jugement final, hein? Une Église qui était en fait une espèce de mouvement ésotérique et mystique très important dans les années 60, qui avait été créé par des dissidents de la scientologie. Écoute, c'est une affaire extraordinaire. Mais il y avait des affaires assez flyées à cette époque et on comprend que le Zodiac arrive exactement à cette époque-là. Et je te dirais que oui, si on considère le nombre de l'intérêt soulevé par les crimes du Zodiac, je le classe là, très aisément au 20e siècle. C'est l'équivalent de ce que les crimes de Jack l'Éventreur ont pu représenter à la fin du 19e siècle. Okay. C'est une fascination. Et pourquoi, dans le cas de l'occulte, le Zodiac a été évoqué? Il l'a été à cause du contenu de ses lettres. On va y revenir, là, mais durant cette période, dans les crimes du Zodiac, c'est principalement de décembre 1968 à octobre 69. Et durant cette période, il va adresser de nombreuses lettres, au service de police et à d'autres particuliers aussi, là, mais principalement au service de police à travers les journaux. Hein. Il s'adresse au San Francisco Chronicle, il s'adresse également au Valley Joe Times et son contenu, bien évidemment, il le soumet au journal parce qu'il sait que le journal ou les journaux seront sa principale courroie qui vont servir à sa popularité. Mais le contenu qu'il donne est un contenu qui s'adresse directement au service de police. D'ailleurs, dans certains cas, il termine ses lettres en disant Zodiac 8, hein, ça c'est son nombre de victimes, Zodiac 8, police de San Francisco 0. Puis dans une lettre suivante, il marque Zodiac 13, police de San Francisco 0. T'sais, donc, on le voit qu'il aime défier les services de l'ordre en faisant des petits anagrammes comme celui-là. Pourquoi l'aspect occulte du crime? Et c'est peut-être la raison pour laquelle je l'ai rejeté dans mes livres sur les tueurs de l'occulte, c'est que dans son contenu, il est dans une espèce de délire occulte. Hein? Il dit, voilà, je tue des gens, ces gens seront des âmes que j'exploiterai dans l'au-delà, ils deviendront mes esclaves. Donc, il y a une espèce de délire un peu mystique, ésotérique, voire occulte autour du contenu de ces lettres. Mais dans les faits, les crimes, et là ça me fait un peu la boucle avec l'enquête menée par le FBI. Quand l'enquête du FBI avait mené ses investigations, ils avaient défini que les crimes occultes, on les retrouvait sous deux formes principalement, la signature et la motivation. La signature est plus fréquente. Hein? Quelqu'un va commettre un crime. Souvent, la motivation du crime est autre. Hein? C'est comme dans le cas de Richard Ramirez, hein, qu'on a souvent parlé à l'émission, le fameux Night Stalker. Oui. La raison première de commettre ces crimes, c'était le vol.
hein. Il voulait obtenir de l'argent. C'était un toxicomane. Il avait besoin de sous pour payer ses doses. Mais comme il était un sataniste reconnu, un sataniste avoué, ben comme il commettait ses crimes, il aimait, dans certains cas, laisser son empreinte derrière lui. Il avait une espèce de besoin de signer son crime. Donc, il a laissé, dans certains cas, des pentagrammes sur les murs, un pentagramme également dessiné au rouge à lèvres sur la cuisse de l'une de ses victimes. Et à quelques reprises, il a laissé la vie sauve à certaines de ses victimes. Hein, il entrait dans les maisons, tuait assez rapidement, se débarrassait rapidement du mâle de la maison. Et ensuite, c'est un véritable calvaire pour la femme survivante parce qu'il la soumettait à toutes sortes de gestes dégradants. Et souvent, il leur a laissé la vie sauve parce que, à tout le moins, c'est ce qu'il leur disait. Hein, il disait « Dis que tu aimes Satan, jure que tu aimes Satan, et je te laisserai la vie sauve. » Donc la femme, tu comprends, elle jouait ici avec sa vie, donc elle faisait une espèce de déclaration d'amour au diable, et soudainement, Ramirez, c'est parfait, il a quitté les lieux. Donc on voit que dans ces cas-là, même si ce n'était pas une signature systématique, dans ma conférence, j'expliquerai cet aspect-là, la relation que Ramirez avait avec le diable. Ce n'était pas une signature qui était systématique, mais à quelques occasions, elle est devenue une signature de ses crimes. Dans le cas du Zodiac, on n'a pas ça du tout. À aucun moment, lorsqu'il commet ses crimes, hein, il y a eu des survivants dans les crimes du Zodiac. Oui. Non seulement son approche au moment des crimes n'a rien d'occulte, et bien sûr, à un moment donné, il porte un costume qui ressemble davantage à un bourreau du 19e siècle, mais ça ne fait pas de lui un aspect occulte, il n'y a rien de très occulte là-dedans. Il ne parle pas, son discours. Il n'a pas souvent parlé, mais on sait que notamment lorsqu'il a agressé un couple au lac Berryessa, il s'est adressé à eux. Il n'a fait aucune référence à l'occulte. Hein. Il leur a dit qu'il était un évadé en fuite, qu'il voulait gagner le Mexique, qu'il avait besoin de leur argent, qu'il avait besoin de leur voiture, mais il n'a pas mentionné rien à caractère occulte. Et sur les lieux des crimes, il ne laisse rien non plus qui pourrait laisser croire à quelque chose d'occulte. Hein. Il ne dessine pas de pentagramme, il ne fait rien de ça. Justement, on parlait des victimes du lac Berryessa. Après les avoir agressées, il va retourner à leur voiture, qui est une Volkswagen Karmann-Ghia, et sur la portière, il va dessiner le logo du Zodiac, un cercle traversé par une croix. Mais ce n'est pas vraiment un caractère occulte, hein. C'est un caractère qu'il a adopté dans ses lettres. Et quand il débute ses lettres, à partir de la deuxième lettre qu'il va envoyer aux journaux, il commence en disant, mais dès la première lettre, il faut savoir que dès la première lettre, il la signe avec ce cercle traversé d'une croix. Mais il se donne pas de nom à ce moment-là. Il disait simplement dans cette première lettre, c'est moi qui ai assassiné les adolescents, etc. Il reconnaît les crimes, mais il se donne pas de nom. Dans la deuxième lettre, où là encore, il va terminer sa lettre avec ce symbole de ce rond traversé d'une croix. Il commence cette lettre en disant « c'est le Zodiac qui parle ». Donc là, pour la première fois, il va utiliser ce nom du Zodiac. Ça a été autoproclamé, fait que c'est même pas une invention de la presse. Non. Donc, il se donne ce nom-là. Et, évidemment, on pourrait toujours se dire, le Zodiac, ça peut paraître occulte, les signes du Zodiac. Mais en dehors de ça, à part ce lien qui est excessivement ténu, prétendre que les crimes du Zodiac sont des crimes à caractère occulte, il aurait fallu plus. Il aurait fallu mettre la main au collet de l'individu pour connaître quelle était sa relation psychologique par rapport à l'occulte, par rapport au diable. Comme ce fut le cas, par exemple, avec Richard Ramirez. Avec Ramirez, n'eût été des quelques symboles. Comme ce n'est pas une signature qui est systématique, comme la motivation des crimes ne semble pas à caractère occulte, si on n'avait pas mis le grappin sur Ramirez, on n'aurait jamais su quel était son lien avec cet univers de l'occulte. Ce n'est qu'une fois qu'on a arrêté le bonhomme, qu'on a découvert sa philosophie, et là on a découvert à quel point pour lui le diable était important. Hein. Le diable, c'est tout la justification de ses crimes. Et Ramirez, contrairement à Berkowitz, Ramirez y croit. Ramirez, il est persuadé de ça. Mais je ne vais pas m'engager là-dedans. Ceux qui seront à ma conférence le verront. Oui. Cela étant dit, ça s'en vient vite, comme le Zodiac, on n'a pas mis la main au collet de notre individu,
On ne sait pas quelle était sa véritable relation avec le diable, ou l'occulte et tout le reste, le surnaturel. Donc, est-ce que ces lettres, c'est plutôt de la fanfaronnade, où il aime évoquer ces éléments-là? On sait qu'on est à la fin des années 60. Il y a une espèce de mouvement ésotérique, mystique, cette fameuse Process Church of the Final Judgment qui jouait d'un grand intérêt auprès des jeunes hippies, une espèce de nouvelle génération de contestataires, révolutionnaires, et la philosophie, parce que la philosophie de cette société-là, qui, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, sont des dissidents, deux personnes, deux jeunes, un jeune couple en fait, de Grimstone, Robert de Grimstone qui est le fondateur. Ce sont des gens qui sont des dissidents de l'Église de Scientologie, mais qui vont également puiser leur philosophie dans l'Église de Satan, fondée en 1966 par Anton LaVey à San Francisco. Et on va puiser dans toutes sortes de philosophies qui circulent là, depuis un certain temps. Mais il faut savoir que la philosophie du satanisme, telle que décrite par Anton LaVey, c'est de dire qu'il n'y a pas de diable. En fait, l'image du diable est plutôt une espèce de fanfaronnade pour choquer les gens des années 60 un peu puritains qui allaient à l'église le dimanche. Là, ouais. Parce que dans le fond, la philosophie la philosophie satanique proposée par Anton LaVey, qui n'est pas nécessairement partagé par tous les groupements sataniques, entendons-nous. À l'époque, il va y avoir, à la fin des années 60, début des années 70, une autre église satanique qui va se développer, l'église de Seth, par un certain Michael Aquino, et qui est un groupe très élitiste d'ailleurs. J'ai rencontré quelques-uns d'entre eux, puis si tu as moins de 160 de quotient intellectuel, là, tu fais pas partie de la gang. Hein, OK. Fait que ça te place un peu. Mais dans la philosophie de l'église de Seth, là, on a vraiment une figure, une entité, une déité qui représente le diable. Mais dans le cas de l'église de Satan d'Anton LaVey, c'est de dire, il n'y en a pas de diable. C'est nous autres, on est des pourris. C'est simplement ça. Les êtres humains sont des êtres pervertis. Et ce n'est que les dogmes de l'Église qui fait qu'on ne fait pas telle ou telle action, tu comprends? Mm-hmm. Mais si on écoutait notre propre nature, le fondement de la nature sauvage humaine, ben on ferait ça, tu sais. Et l'Église de Satan dit, acceptons ce que nous sommes, et faisons ce que nous avons envie, dans la mesure où, évidemment, ça ne nuit pas à personne. Donc là, évidemment, tu comprends que c'est une espèce de porte ouverte à toutes les perversions, mais tant et aussi longtemps que ces perversions se font entre adultes consentants, que ce soit les orgies, de la bestialité ou n'importe quoi, si tout le monde qui est là sont consentants, on ne fait que donner libre cours à notre perversité. C'est un peu ça l'Église proposée par Anton LaVey. Une église qui est davantage, disons... Une église sans divin. Donc, c'est essentiellement ça. Une église qui est également aussi un peu élitiste. Hein. On fait partie d'un groupe spécial. J'aurais tendance à dire qu'on alimente un culte, en quelque sorte. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon, alors, lorsque les crimes du Zodiaque arrivent et il y a le contenu de ces lettres, ces lettres sont un peu le reflet d'un mouvement ésotérique, mystique, occulte, qui s'est incarné à partir des années 60, d'abord avec l'Église de Satan, l'arrivée de cette fameuse Église du jugement dernier, l'Église progressiste du jugement dernier, appelons-la comme ça. Et puis, il y a aussi il y a la Scientologie qui existe à ce moment-là. Il y a aussi tout le mouvement hippie, la fin des années 60, Woodstock et compagnie, la pilule anticonceptionnelle, la libération des mœurs. Donc, on a toutes sortes d'éléments. Et évidemment, pour une certaine société bien pensante, ancrée dans des concepts religieux, des dogmes religieux moralistes très importants, tout ça, c'est l'incarnation du diable. Donc, dans quelle mesure ça va jouer sur le contenu des lettres du Zodiaque, difficile à déterminer. Bref, allons-y avec nos crimes, hein, parce que c'est du Zodiaque que l'on parle. Même si des gens, puis je vais revenir là-dessus, on a attribué au Zodiaque des crimes antérieurs à la période qui a marqué 68, sa carrière.
on lui a attribué également des crimes par la suite, mais disons que pour le besoin de notre conversation et pour également le besoin des services de police. Les services de police, principalement la police du comté de Napa, la police de Vallejo et la police de San Francisco, qui ont été les principaux services de police impliqués dans la traque au Zodiac, ben pour eux, les crimes s'étendent de la période de décembre 1968 à octobre 1969. Et c'est assez amusant parce qu'on a fait un peu cette réflexion. Est-ce que le Zodiac ressemble un peu à Jack l'Éventreur? Et là où il ressemble également, non seulement parce qu'on ne l'a jamais attrapé, non seulement parce qu'il est très populaire, mais également le nombre de victimes est assez faible. Quand on pense à des tueurs comme John Wayne Gacy, on se dit « Hey, John Wayne Gacy, c'est 30 victimes », alors que le Zodiac, c'est 4-5 victimes. C'est pas plus que ça. Et pourtant, il a fait fantasmer toutes les générations qui ont suivi. Et comme tu l'as mentionné, ce qu'on revendique est une chose, parce que là, ça dépasserait, ça frôlerait le 40 victimes. On est vraiment sûr et certain de 5. Oui, c'est ça. Lors de sa dernière lettre, d'ailleurs, en 1974, c'est la dernière lettre connue du Zodiac. Oui. Il avait terminé sa lettre en écrivant « Zodiac 37 et police de San Francisco 0 ». Donc, c'est le dernier chiffre avancé par le Zodiac. Mais encore une fois, est-ce que c'est de la fanfaronnerie? Parce que, bon, les services de police, eux, se disent, il y a 5 victimes, puis un point, c'est tout. Donc, allons-y. Le premier crime on va officiellement attribuer au Zodiac, c'est le 20 décembre 1968. On a à ce moment-là 2 adolescents. On a David Archer Faraday et Betty Lou Jensen. On se trouve, c'est un jeune couple, ils sont en voiture, ils vont décider d'aller se bécoter, ils vont aller sur ce qui est connu localement comme étant le Lover's Lane. C'est une rue qui s'appelle le Lake Herman Road. C'est pratiquement un cul-de-sac. Et ça se trouve à Benessa. Et tous les gens connaissent ça. Tous les jeunes savent que si tu veux aller bécoter ta blonde, c'est la bonne place. C'est le parking. Donc, c'est le parking, c'est la Lover's Lane. Donc, et comme les deux vont décéder, les policiers n'arriveront pas les policiers n'ont qu'une vision un peu de ce qui a pu se produire à partir des marques au sol, les traces de voiture, la position des corps et tout ça. Donc, ce qu'on sait, la version proposée par les policiers, ils pensent à ce moment-là qu'à un moment donné, une autre voiture s'est stationnée près de celle des victimes. La police suppose encore une fois que l'homme s'est approché du côté chauffeur, c'était Faraday qui était au volant, et a commencé à tirer à travers les vitres. Et dès les premiers coups de feu, les jeunes ont essayé de s'extirper de la voiture en tentant de fuir du côté passager, et c'est à ce moment-là que le tireur est allé de leur côté et les a abattus. Donc, Faraday tout près de la porte, sur le sol, mais tout près de la porte ouverte côté passager. Donc, il est passé du côté chauffeur, côté passager, visiblement pour tenter de s'éloigner de l'agresseur. Et Betty Lou Jensen, elle, a réussi à sortir, comme elle était, elle, assise côté passager. Elle avait un accès plus rapide. Elle a eu le temps de faire quelques pas pour essayer de rejoindre la route, mais elle a été abattue par le tireur qui lui a tiré dans le dos. Et on sait à ce moment-là que les balles retrouvées sur les lieux sont des balles de petit calibre, des balles de calibre 22. Mais bon, les balles de calibre 22, on a beau dire que c'est un petit calibre, mais à bout portant, ça fait du dégât. Ah oui. D'ailleurs, quand on a évoqué Richard Ramirez, c'était le type de balle également qu'il utilisait. Certaines des victimes de Ramirez ont été tuées par balle et il utilisait des balles de petit calibre assez communs, des balles de calibre 22 ou de calibre 25 qui sont à peu près l'équivalent. Donc, dans le cas de ce premier crime qui va être attribué au Zodiac, il a utilisé des balles de petit calibre et les 2 victimes vont décéder suite à cette agression. Et puis, on avance un peu. Le crime n'est pas revendiqué, rien de là. Et puis, arrive la nuit du 4 au 5 juillet 1969. On a un type qui s'appelle Michael Renaud Maggio. Et lui, il a 20 ans. Il est en compagnie de Darlene Elizabeth Ferrin, qui a 22 ans. Ce sont des amis, mais des amis qui sont peut-être un peu plus que des amis. Mais on n'ose pas trop le dire parce que, il faut le dire, Darlene, elle est mariée.
Oh, Donc, OK. c'est une espèce d'aventure un peu illicite. Extra-conjugale, Donc, ouais. c'est ça. Donc, c'est elle qui est au volant de la voiture et elle a donné rendez-vous à Majo. Donc, ils se rendent ensemble sur un stationnement qui s'appelle le Parking Blue Rock Spring. C'est un stationnement d'un club de golf. Donc, ils vont là, ils vont complètement au bout du stationnement et à ce moment-là, une voiture conduite par un individu inconnu va se stationner à quelques mètres d'eux. Ici, entendons-nous, c'est curieux, mais en même temps, il faut quand même se dire que c'est le stationnement d'un club de golf. Et à ce moment-là, crois-le ou non, il y a des joueurs, il y a des parties qui se jouent de manière nocturne. Donc, est-ce un autre joueur qui... Mais on s'étonne quand même, le stationnement, tu comprends qu'à cette heure-là, le stationnement est pratiquement désert. Il y a 3 ou 4 voitures au tout début du stationnement. Et eux, ils vont s'installer complètement au bout du stationnement où il n'y a personne. Et là, voilà que cette voiture arrive et se stationne tout près d'eux. Et le chauffeur éteint ses phares, reste dans sa voiture, comme ça, silencieux, à ne rien faire. Évidemment, le couple, là, Majo et Farron, trouve ça un peu étrange, mais bon, après quelques instants, on continue à reprendre la conversation. Puis bon, j'imagine qu'au geste, à un moment donné, ils ont été lancés dans leur propre univers et ont oublié l'individu qui était à côté. Éventuellement, ce chauffeur va quitter, il va remettre en marche son véhicule et rallume ses phares et il quitte le stationnement littéralement en faisant crisser ses pneus, là, comme s'il était en colère. Donc, évidemment, le jeune couple est un peu intrigué. La voiture s'éloigne, merci, bonsoir. Donc, on reprend nos activités. 5 minutes plus tard, le véhicule revient. Et cette fois, il va se stationner du côté passager, là. Donc, essaie de voir la scène. On a la voiture. On a Majo qui se trouve du côté passager, Farron est au volant, la voiture revient, se stationne du côté passager, donc du côté de Majo. Et à ce moment-là, le chauffeur, la voiture est légèrement, non seulement du côté passager, mais également légèrement en retrait, donc par derrière. Le chauffeur sort et il braque sur eux une lampe torche. Alors les jeunes ont l'impression, ils font pas immédiatement le lien avec la voiture qui était stationnée là plus tôt. Ils se disent, bon, ben, c'est quand même un stationnement sur un terrain de golf, ils sont complètement au bout, est-ce que c'est un policier, est-ce que c'est un gardien de sécurité? Alors Majo va baisser sa fenêtre et on peut s'imaginer qu'il a dû dire quelque chose, oui, monsieur l'agent, on était surpris, parce que c'est visiblement, hein, c'est ce qu'il va raconter plus tard, parce que Majo aura la chance de survivre à cette attaque. Il dit, j'ai clairement cru que c'était un policier. Et à ce moment-là, l'homme s'approche et puis voilà qu'il braque une arme, un revolver d'un plus gros calibre. Cette fois, c'est un pistolet 9 mm. Et il se met à tirer à travers les fenêtres. Il va atteindre évidemment les 2 jeunes victimes qui sont dans la voiture. Et à ce moment-là, il y a des gens sur le terrain de golf qui disputent une partie et qui entendent très clairement les détonations. Et et l'un d'entre eux va regarder sa montre et il est exactement minuit 12. Il faut se rappeler, hein, on est le 4 juillet, hein, c'est la soirée de la nuit du 4 au 5 juillet, c'est la fête nationale américaine, donc on comprend qu'il y a beaucoup d'activités et tout ça. Donc on se dit, on entend les détonations, mais est-ce que c'est des détonations, est-ce que c'est des feux d'artifice? C'est la fête du 4 juillet, bon, on n'y porte pas trop attention. À minuit 20, des jeunes qui vont passer devant le stationnement vont voir les corps aux côtés de la voiture. Et là, bien évidemment, le service de police est appelé. Majo va survivre à ses blessures. À ce moment-là, quand les autorités arrivent sur place, les 2 sont encore vivants. Mais malheureusement, Farron va décéder à l'hôpital. Darlene Farron va décéder à l'hôpital. Majo va survivre et il aura la possibilité de donner une assez bonne description de l'agresseur. Il dit que c'est un homme qui était plutôt bien bâti, un peu corpulent. Il faisait à peu près 5 pieds et 8. Il évalue son poids entre 195 et 200 livres. Visage très rond. Des cheveux légèrement bouclés. Hein, c'est un peu la description qu'il fait. Et le même soir, alors que tout ça se passe, que les victimes sont amenées à l'hôpital, il est minuit 40, un homme téléphone à la police de Vallejo depuis une cabine téléphonique. Et il parle sur un ton excessivement posé, très lentement, une voix presque sulfureuse. Il dit « J'aimerais rapporter un double meurtre. Si vous allez au-delà de Columbia Parkway jusqu'au parc public,
Vous trouverez des jeunes dans une voiture brune. Ils ont été abattus par un Luger 9 mm. J'ai également tué les jeunes l'an dernier. Au revoir. » Et là, il raccroche. Donc, il donne l'information. Hein, on sait que c'est un Luger 9 mm, ce qui sera confirmé par les autorités. Mais il revendique également le crime qui s'est produit en décembre dernier, en décembre de l'an dernier, de 1968. Et là, pour la première fois, on a de manière verbale, hein, on n'a pas une preuve matérielle, mais on a une preuve verbale d'un individu qui réclame être l'assassin de ces deux, être à l'origine de ces deux agressions. Et à partir de là, donc, on commence un peu à s'inquiéter. Il y a le message, la presse parle. Ces deux crimes-là sont très médiatisés quand même. Et puis, une première lettre arrive et on voit ici se mettre en place la légende du Zodiac. Parce que le Zodiac, c'est un tueur qui est, sur plusieurs aspects, il est fascinant. Donc, le 1er août 1969, le Valley Joe Times, dans ces 3 journaux, le Valley Joe Times, le San Francisco Examiner et le San Francisco Chronicle, reçoivent tous une lettre et un code. Et dans les lettres, l'auteur dit que c'est lui qui a assassiné, hein, pour utiliser cette expression, il dit « C'est moi qui ai assassiné les adolescents à Noël l'an dernier au lac Herman. » Et il dit « La fille le 4 juillet dernier. » Et ensuite, il explique que la lettre est accompagnée d'un code et que ce code, il explique à chaque journal que le code est en fait le tiers d'un code et que les 2 autres journaux de la liste ont eux aussi reçu le tiers du code. Okay. Et que pour constituer le code complet, il faut le publier. Et là, il menace les journaux. Et bon, il donne d'abord des détails qui laissent clairement croire qu'il est bel et bien l'assassin en question. Il dit bien que si les journaux ne publient pas chacun leur partie du code, pour le week-end à venir, il va se lancer dans une véritable randonnée mortelle. Il va tirer sur les gens qu'il voit déambuler sur les trottoirs et tout le reste. Dans cette première lettre, avec les fameux parties de code, les tiers de code, il ne se donne pas de nom, mais il signe quand même, comme je l'ai mentionné plus tôt, avec ce cercle traversé d'une croix qui va devenir le symbole même du Zodiac. Donc, il fait ça. Les journaux publient les codes. C'est un code assez compliqué. Ce sont des petits carrés, des points, des doubles points, des triangles. Bon, c'est un peu étrange. Il y a des gens qui se sont penchés sur ce code-là encore jusqu'en 2020. J'ai vu un article de la presse en ce sens. Il change. Le problème, c'est qu'il change de code. Hein? Notre bonhomme, il aime les codes. Hein? Donc, on publie les codes. Et à ce moment-là, même si on publie les codes qui ne sont pas encore déchiffrés, il faut dire aussi que dans sa lettre, il y a tout intérêt à déchiffrer les codes parce que l'auteur dit, non seulement réclame-t-il être l'assassin des crimes, mais il dit également, mon nom est quelque part dans le code. Donc, on a tout intérêt à déchiffrer le code parce que si vraiment, on va l'identifier dans le code. Donc, les journaux publient les codes. Mais c'est accompagné aussi de commentaires des services de police locaux, que ce soit de Valley Joe, que ce soit de San Francisco. Et les policiers émettent quand même des doutes en disant « Oui, mais est-ce que ce type-là est vraiment l'assassin? » Parce que ce qu'il a écrit dans ses lettres, c'est des trucs qui ont quand même été rapportés dans les journaux. Hein, dire la victime a été atteinte d'une balle au genou, les journaux en ont parlé, ou ça s'est discuté. Est-ce que c'est vraiment lui le tueur en question? Ou est-ce que c'est un plaisantin qui nous fait courir un peu sur des montagnes russes. Et puis, le 4 août, le San Francisco Examiner reçoit une autre lettre. Et cette fois-là, la lettre commence par « Cher éditeur ». C'est le Zodiac qui parle. Donc là, il vient de se donner un nom et on comprend que le symbole à la fin de la lettre, la première lettre reçue, était le symbole du Zodiac. Et il va donner à nouveau dans cette lettre-là des indications sur les meurtres qui là ne laissent aucun doute. Il est bel et bien l'assassin en question et il est bel et bien aussi l'auteur des fameux codes. D'ailleurs, code qui, à son moment de recevoir cette lettre le 4 août, n'est toujours pas décodé. Mais le lendemain, on apprend que le code a finalement été brisé par un couple de Salinas. Il s'agit de Donald et Betty Harden. Ce sont des cryptographes dans l'âme, mais ce sont surtout des passionnés de mots croisés. Et le couple s'est mis ensemble. Là, ils sont partis d'un principe en disant
un type qui fait ce genre de truc-là, ou une affaire où c'est élaboré, c'est sûr qu'il doit être très narcissique. Donc, il doit souvent avoir du I. Et comme il, tu sais, je. Et OK. comme il tue, hein, le mot kill, Kill, il n'y a pas beaucoup de mots, tu sais, qui terminent avec deux L de cette manière-là. Alors, ils ont dit, on va essayer de trouver dans le code à des endroits où on voit deux fois le mot, des symboles regroupés de quatre qui se terminent avec, où on a deux symboles identiques qui se suivent. Et là, à partir de là, ils vont identifier le mot kill, puis à partir de là, en faisant un dégraissage, ils vont réussir à déchiffrer le fameux code. C'est un délire, hein. Comme je l'ai mentionné, c'est je tue des gens, je veux ramasser des armes, ces armes seront mes esclaves dans l'au-delà. Et non, il ne donne pas son nom là-dedans. Il a finalement suscité beaucoup d'intérêt, mais la lettre n'est à peu près rien de plus qu'une espèce de délire. On voit aussi dans sa lettre, hein, il dit j'aime chasser, et il fait référence à une nouvelle qui est bien connue à l'époque, une nouvelle qui a été publiée en 1924 par Richard Connell, qui était en fait une nouvelle qui s'intitulait The Most Dangerous Game, et dans lequel on avait un chasseur de gibier, de grands gibiers, hein, de grands fauves, qui se décidait de chasser des humains parce que il avait l'impression qu'il devait tout chasser, puis les humains, c'était plus difficile à chasser parce qu'ils ont l'intelligence que les animaux n'ont pas. Là. Donc, il fait référence à ça. Donc, on voit, il fait aussi beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, c'est un individu très narcissique, visiblement très narcissique, mais pas très éduqué, avec des fautes d'orthographe très importantes. Ce qui est assez surprenant, parce que c'est pas la première lettre, il va en envoyer plein d'autres après, toujours en ciblant les grands journaux de ces fameuses régions, le Valley Joe Times, le San Francisco Chronicles notamment, et dans certaines lettres, il commet des fautes d'orthographe, et à d'autres moments, en écrivant les mêmes mots, il les écrit avec un orthographe qui est tout à fait correct. Okay. Donc, c'est à se demander s'il ne fait pas exprès pour introduire des fautes d'orthographe. Quoi qu'il en soit, on arrive à son crime qui va probablement être le crime le plus spectaculaire. C'est le crime numéro 3. On est le 27 septembre 1969. On a un jeune couple, Cecilia Ann Shepard, elle a 22 ans. Elle est avec son petit copain qui s'appelle Brian Calvin Hartel, qui a 20 ans. Et ils sont allés au lac Berryessa, qui se trouve dans le comté de Napa. Là, on est au nord de San Francisco. Et c'est un bel endroit, mais en cette période de l'année, en cette fin de septembre, l'été, là, c'est intenable. Hein, c'est la navigation, la voile, etc. Mais en cette fin de mois de septembre, l'endroit est à peu près désert. Donc, ils se sont trouvés une petite île qui est reliée à la terre par une espèce de bras de sable. Ils sont là à pique-niquer. Il est à peu près 16 heures en après-midi lorsque Cecilia remarque au loin un homme qui semble les observer. Il se tient un peu derrière un arbre pour ne pas trop se faire remarquer, mais on voit, elle le note. Et elle en fait part à Brian. Elle dit hey, il y a un type là-bas derrière les arbres. Il est un peu étrange. On est observé, tu sais. Et puis à un moment donné, l'homme disparaît derrière l'arbre. Et lorsqu'il le ressort, et là on peut s'imaginer l'aspect théâtral de la chose, il a revêtu un costume qui est une espèce de plastron noir sur lequel il y a un gros symbole du zodiaque de dessiné, là, le fameux rond avec la croix au centre. Ça, c'est blanc sur une espèce de grand plastron noir. Il a revêtu une cagoule noire, comme les cagoules qui font penser soit aux membres du Ku Klux Klan ou encore aux bourreaux de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Et il a clippé par-dessus, il porte des lunettes, il a clippé par-dessus des lunettes fumées, des verres fumés, ce qui donne un aspect là, théâtral à la chose. Il a sous ses vêtements, on a l'impression qu'il a un costume un peu militaire, et il s'approche avec un pistolet au poing. Brian Hartnell, qui n'est pas un spécialiste des armes à feu, va quand même dire que ça a l'air d'un 45. 45, il faut se rappeler, c'était à l'époque, dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, c'était une arme très répandue, notamment au sein des forces militaires. La police militaire, les Marines, ça, avaient des pistolets de type 45. Okay. Donc, c'est une arme qui était très répandue. On l'a un peu abandonnée. On a changé aujourd'hui. On utilise davantage les Glock ou d'autres armes comme ça, parce que le 45
avait pour défaut d'être une arme puissante, mais très imprécise. Donc, si on essayait de tirer sur une cible qui était le moindrement éloignée, tu avais 9 chances sur 10 de passer aux côtés. Donc, il s'approche avec ce pistolet au poing, le 45. Il approche du couple et là, arrivé au côté d'eux, il leur dit, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, il dit « Je suis un prisonnier en fuite, je suis en cavale, j'ai besoin de votre voiture, j'ai besoin de votre argent. » Et là, il a à la taille des bouts de corde en nylon qui sont visiblement des bouts de corde à linge, qu'il a coupés à des longueurs précises. Il les tend à Cecilia et il lui dit il demande à Brian de se coucher sur le ventre. Il dit à Cecilia de lui attacher les mains dans le dos. Donc, elle s'exécute. Évidemment, on imagine le désarroi, la peur du couple. Cecilia pleure, il pleure de ne pas leur faire de mal. Il répète qu'il ne leur fera pas de mal, qu'il veut simplement leur argent et leur voiture. Une fois qu'elle a attaché Brian, lui-même, l'agresseur, il trouve que les liens ne sont pas assez serrés, donc il va faire un nœud ou deux de plus pour s'assurer que Brian est bien attaché. Il demande à Cecilia de s'étendre aux côtés, elle aussi sur le ventre, comme son compagnon. Il lui attache les mains dans le dos. Et à ce moment-là, on s'imagine en toute l'horreur. Le couple s'attend simplement à ce que le type va fouiller dans le sac à main ou les poches, puis il va s'en aller. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il sort un couteau. Une espèce de couteau, là, genre un peu le couteau Rambo, là, un genre couteau de chasse, là, et il se met à les frapper. Il va frapper 6 fois Brian dans le dos et 10 fois Cecilia. Et ensuite, assez nonchalamment, il va quitter les lieux. Il va retourner au stationnement du lac Berryessa où le couple ont laissé leur voiture. Et là, avec un crayon feutre, un feutre noir, il va écrire sur la portière de la voiture Vallejo, il donne un lieu, Vallejo, 12-20-68, donc le 20 décembre 1968, et ensuite 7-4-69 pour le 4 juillet 69, et en dessous, il écrit septembre 27-69, 18h30, en fait, il écrit 6h30 p.m., with a knife, avec un couteau. OK, pour être sûr qu'on comprenne que c'est tous des crimes reliés ensemble. Oui, et ensuite, il fait son fameux cercle avec la croix au centre, le fameux symbole du zodiaque, et puis il va quitter les lieux. Quelque part là-dedans, les policiers vont avoir la chance de voir que l'homme a laissé de nombreuses empreintes de ses pieds, de ses chaussures. C'est du 10.5. On sait également que c'est une chaussure de type militaire. Très rapidement aussi, les victimes seront retrouvées parce que, se faire poignarder, ils ont hurlé à mort. Et des gens qui passaient par là, qui patrouillaient le lac, ont rapidement entendu ces cris, se sont approchés. À ce moment-là, le couple est toujours bien vivant. On appelle les services ambulanciers. Ils vont être transportés à l'hôpital. Cecilia a eu le temps de mieux détailler peut-être son agresseur. En tout cas, elle donne une bonne description. Elle dit c'est un homme blanc, il fait 6 pieds, pèse à peu près 200 livres. Puis voilà, mais on comprend... Elle l'a vu de loin, c'est elle la première à l'avoir vu, et quand elle l'a vu derrière un arbre à une certaine distance. Donc, elle ne peut pas donner beaucoup de détails. Lorsqu'il était près d'elle, il avait cette fameuse cagoule qui dissimulait ses traits. Donc, elle n'a qu'un souvenir, une bonne description, mais quand même une description d'un homme qu'elle n'a aperçu que de loin. Malheureusement, le couple est amené à l'hôpital. Brian va survivre, mais Cecilia va décéder elle va tomber dans le coma et elle va décéder 2 jours plus tard. C'est quand même fascinant. Ils ont été poignardés en tout et pour tout combien de fois? Est-ce qu'on a le nombre? Oui. Lui, Brian, 6 fois et elle, Cecilia, 10 fois. Quand même. Donc, il s'est acharné davantage sur elle. Le même soir, à 20 km du lac Berryessa, un homme va s'arrêter dans une cabine téléphonique. Il va contacter le bureau du shérif du comté de Napa et là, il va rapporter l'agression. Il dit « Hey, j'ai agressé 2 personnes. » Il dit « Je voudrais rapporter un meurtre. » Il se ravit, il dit non, un double meurtre. Il veut bien insister. Il a dit dans les détails, comme on dit. Oui, à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il mentionne bien qu'il y a 2 victimes. Il croit qu'elles sont décédées. L'une d'entre elles va survivre, mais néanmoins, il insiste bien que c'est 2 victimes qu'il a fait. Et c'est assez amusant parce que, amusant évidemment, à chaque fois qu'on l'utilise dans cette émission-là, il faut toujours le mettre entre guillemets. Il ne raccroche pas le combiné, il le laisse pendre au bout du fil.
Et lorsque un journaliste et les policiers vont réussir à retracer l'endroit d'où le coup de fil est parti, parce que la ligne est demeurée ouverte, ils vont retrouver le combiné pendant au bout du fil. Les policiers seront en mesure d'identifier, de pouvoir reprendre une empreinte partielle d'une paume de main sur le combiné du téléphone. Et avec bien sûr la voiture, la fameuse inscription sur la portière, les policiers comprennent bien qu'ils ont affaire toujours au même tueur, ce tueur maintenant dont tous les journaux parlent au quotidien et qu'on désigne sous le nom le Zodiac. Et à travers le temps où il continue d'envoyer des lettres, on arrive, parce que là je vois le temps qui file. Oui. Donc on arrive au crime numéro 4, on est le 11 octobre 69, il est à peu près 21h40. On est en plein cœur de San Francisco. Il y a un homme qui va héler un taxi. Et la voiture qui s'arrête est celle d'un certain Paul Stine, il a 29 ans. Et le passager, donc, monte à l'arrière du véhicule. Il demande à être conduit à Presidio High, qui est un quartier assez actif de San Francisco. Et alors que la voiture arrive à l'angle des rues Washington et Cherry, le passager qui est assis derrière, on le comprend bien, sort une arme et abat Paul Stine d'une balle à la tête. Ce qui change un peu du modus operandi parce qu'on visait des couples jusqu'à maintenant et non pas des personnes seules. Là. Voilà. Et il sort du véhicule et c'est bien que tu mentionnes ça parce qu'il y aura pendant quelques heures, il y aura une inquiétude. Hein, on ne fera pas le lien parce que tout est différent ici. Hein? Donc, il sort du véhicule et il va se pencher, il va aller du côté passager, il ouvre la portière, se penche sur le corps de Stine qui s'est affaissé, on le comprend, sur la banquette avant, et il est placé juste sous un réverbère. Et avec la détonation, tout ça, ce qui se passe, il y a 3 adolescentes qui se trouvent de l'autre côté de la rue dans une maison au 2e étage. Et par la fenêtre, elles voient tout de l'agression, là. Elles voient l'individu sortir, ouvrir la porte côté passager. Elles le voient en train de fouiller, détrousser, si je peux dire, le cadavre. Et elles appellent le service de police. On assiste en ce moment à une agression. Et là, il y a une petite confusion. Hein? L'une des adolescentes va dire à la répartitrice du service de police, elle dit, c'est un homme blanc d'assez bonne taille, assez corpulent. Elle dit, il porte des vêtements noirs. Il est noir de la tête aux pieds. Malheureusement, le noir de la tête aux pieds fait que la répartitrice comprend que l'agresseur, c'est un homme noir. Oh. Et donc, elle lance un appel sur la radio de la police. On dit, voilà, quartier au coin de Cherry, Washington, agression sur un chauffeur de taxi. Le suspect est un homme noir en fuite. Ben, crois-le ou non, alors que les policiers foncent dans le secteur, une autopatrouille à un coin de rue va interpeller un homme blanc avec une forte stature, vêtu de noir. On l'arrête et les policiers disent « Hey, mon brave! » Avez-vous vu un homme noir qui fuyait, qui avait un comportement louche? Et avec un sourire aux lèvres, l'homme répond « Bien sûr, mon brave! » Il s'est enfui de tel côté et donc les policiers se lancent à sa poursuite. Visiblement, et on va le découvrir par la suite, cet homme, c'est le Zodiac. Ça arrive tellement souvent, des erreurs policières de cette époque-là. Oh. Voilà. Mais à ce moment-là, on le comprend, on n'est pas certain que c'est Zodiac. En fait, on ne voit pas immédiatement le lien avec le Zodiac parce que le modus operandi a changé. On a tiré sur un chauffeur de taxi. Donc, la première impression qu'on a, c'est malheureusement, trop souvent, des chauffeurs de taxi se font agresser par des clients. Donc, on se dit que c'est un chauffeur de taxi qui a été agressé par un client pour se faire détrousser. Et ce n'est finalement... Ce crime, il faut le rappeler, là, il se produit là, le 11 octobre. Ben, le 13 octobre, 2 jours plus tard, alors que les autorités n'ont pas encore vraiment fait de lien entre ce crime et le Zodiac, le journal, le San Francisco Chronicle, reçoit une lettre. Et dans cette lettre, c'est le Zodiac qui parle. Et il a introduit dans l'enveloppe un morceau de la chemise de Paul Stine, une chemise évidemment qui est maculée de sang. Et là, il dit, c'est moi qui ai tué le chauffeur de taxi, donc il le reconnaît, donc c'est un nouveau crime à ajouter à sa liste. Et il se moque, il fait une première réflexion en disant, si les policiers avaient été plus préoccupés à chercher le bon suspect plutôt que de pétarader avec le moto dans le quartier, ben, ça aurait peut-être pu permettre d'avancer l'investigation. Il va revenir d'ailleurs, ça l'a tellement amusé
que le 9 novembre, dans une autre lettre envoyée au San Francisco Chronicle, il répète cette affaire-là, hein, et il va même donner des détails. Il dit, j'ai été intercepté 3 minutes après le meurtre de Paul Stein par 2 policiers, puis il dit, je les ai envoyés balader. Et éventuellement, cette information qu'il donne va permettre au service de police de retrouver les deux patrouilleurs. Puis ils n'ont rien à se reprocher, les patrouilleurs. Hein, tu comprends bien, les patrouilleurs avaient pour mandat la diffusion du portrait qui était lancé sur les ondes de la radio. C'était la mauvaise info, c'est ça? Oui, c'est un homme noir. Donc les policiers n'ont strictement rien à se reprocher. Donc ils vont se rappeler cet homme qu'ils ont interpellé. Ils vont le décrire, cheveux courts, cheveux un peu en brosse, avec des lunettes épaisses, etc. C'est le fameux portrait qu'on connaît si bien du Zodiac et qui est basé sur la description de ces 2 patrouilleurs. Et à partir de là, les choses tombent un peu dans le flou. Hein? Le Zodiac va continuer d'envoyer des lettres à la police. Là, on pense en 1970. Il continue d'envoyer des lettres à la police. Il se moque d'eux. Augmente continuellement son nombre de victimes. Hein? Une lettre, c'est victime 10, Zodiac 10, la police de San Francisco 0. Mais la lettre celle-là, suivante, les lettres restent sans preuve, dans le fond. Mais absolument. Donc, on ignore, il ne donne pas de détails sur ces autres crimes qu'il aurait commis. Il a beau faire monter un peu son score, mais on n'arrive pas à trouver des victimes qu'on pourrait associer à ces crimes. Puis évidemment, des victimes qui tombent par balle à San Francisco ou dans le secteur, évidemment. Ce sont des grandes villes américaines. Il y a des crimes toutes les 5 minutes. Il y a quelqu'un qui meurt par balle à San Francisco. Donc, c'est impossible de le déterminer. Mais le modus operandi déployé par le Zodiac jusqu'alors, on n'arrive pas à rien trouver de semblable et on ne retrouve pas non plus, comme dans le cas du lac Berryessa, par exemple, un crime qui aurait été signé avec le fameux symbole du Zodiac. Et puis va arriver un dernier événement, et c'est peut-être la dernière apparition, entre guillemets, parce qu'on n'est pas certain, là, mais c'est peut-être la dernière apparition où on a l'impression qu'on a affaire au Zodiac. On est le 22 mars 1970. On a une jeune femme, Kathleen Jones, elle a 22 ans. Elle circule dans le secteur de Petaluma. On est au nord de San Francisco. On est toujours un peu dans cette même région, là, Napa, Vallejo, toute cette région-là. Et elle a avec elle son bébé de 10 mois dans sa voiture. Et puis, vers 23h30, alors qu'elle roule sur l'autoroute 132, un automobiliste se place derrière elle et lui fait des appels de feu. Tu comprends qu'une jeune femme, 22 ans, avec son bébé, on est plus craintive. Hein? Donc, elle n'en fait pas de cas, mais cet automobiliste semble très insistant. Il remonte, il arrive à sa hauteur, il lui fait signe de baisser sa vitre. Elle semble l'ignorer, mais il klaxonne, il attire son attention. Okay. Et finalement, elle décide de se ranger. Il sort du véhicule, s'approche. On comprend qu'elle a ouvert sa fenêtre là, à peu près 2-3 mm Ce que je ferais aussi de sa fenêtre. Si je vivais la même situation. Et elle a, tu comprends, elle a le pied sur l'accélérateur et la main sur le chiffrier du compteur de vitesse. Là, le pied sur le drive, puis le pied sur le gaz en même temps. Et là, elle dit oui. Et là, il lui explique, il dit, je vous suivais, la roue arrière de votre voiture à gauche, elle semble un peu vaciller. J'ai l'impression qu'elle est lousse. Peut-être que les écrous sont en train de lâcher, ou etc. Il s'offre, bon samaritain, il s'offre à ce moment-là de serrer les écrous pour elle. Elle accepte. Donc, il s'en va du côté de la voiture. Elle ne le voit pas, mais elle l'entend un peu en train de travailler, de faire quelque chose. Et ensuite, il revient puis il lui dit, c'est pas de problème, ça semble mieux, vous pouvez y aller. Et immédiatement, dès qu'elle tente de remonter parce qu'elle s'est rangée un peu sur le bas-côté de la route, dès qu'elle essaie de remonter sur la chaussée, la roue tombe. Alors là, le type s'approche d'elle, dit, finalement, c'était pire que je croyais. Puis là, il lui offre, il lui dit, mais il a agi tellement en bon samaritain, puis en même temps, la pauvre femme, on comprend qu'elle est un peu mal prise, là, tu sais. Fait qu'elle dit, on est sur une autoroute en pleine soirée, sa voiture est inutilisable. Alors, il dit, écoutez, je peux vous prendre en voiture, puis il dit, il y a une station-service, puis je peux vous amener à la station-service. Au début, elle hésite, il n'insiste pas. Tu comprends? Faites comme vous voulez y aller à pied, libre à vous. Fait que finalement, cette espèce de nonchalance, sans trop insister, ça la met un peu en confiance. Fait que là, il lui dit, attendez, OK, je vais monter. Donc, elle prend avec elle son bébé, elle monte dans la voiture, et là,
on se met en route vers la station-service. Et là, il se met à jaser avec elle. Il va lui dire une couple de trucs qui sont assez inquiétants. Hein. Elle commence par lui dire, est-ce que ça vous arrive souvent de vous arrêter comme ça pour embarquer des gens? Puis il dit, vous savez, il dit, les gens, là, généralement, quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide. C'est assez sinistre comme phrase. C'est assez sinistre comme phrase. Hein? Ouais, ça fait D'ailleurs, dans la bande, de vie. d'ailleurs, dans la bande-annonce du film Le Zodiac, qui est sorti il y a quelques années, on a utilisé cette phrase-là tellement elle est sinistre. Et donc, éventuellement, la voiture circule, on arrive devant la station-service, qui le dépasse, bien sûr, et là, la jeune femme comprend qu'elle est dans une situation excessivement dangereuse, et elle essaie de l'amadouer, discuter avec lui, elle lui fait remarquer qu'ils ont passé la station-service, mais qu'elle suppose qu'il doit en avoir une un peu plus loin, mais lorsqu'il arrive, mais elle comprend, et à un moment donné, il lui dit ouvertement « Je vais te tuer ». Et là, on comprend que là, à toute occasion, elle doit tenter sa chance. Et c'est exactement ce qui va se produire lorsque la voiture arrive à une intersection. Il s'immobilise pendant une fraction de seconde. C'est la fraction de seconde qu'elle avait besoin. Kathleen saute de la voiture. Elle tient avec elle sa fille. Elle roule littéralement dans le fossé et s'enfuit dans le champ qui borde la route. Visiblement en colère, le chauffeur sort avec sa lampe torche. Il descend dans le fossé, tente de voir où elle a pu se sauver, puis voyant qu'il ne la retrouve pas, il remonte dans sa voiture et disparaît. Elle attend quelques minutes, ensuite elle remonte sur le bord de la route et elle fait signe, il y a un camion qui arrive, elle l'arrête. Et là, elle explique la situation, elle est en pleurs. Le chauffeur du camion décide de l'amener à une station de police locale. Et lorsqu'elle est à la station, elle est vraiment en état de choc. On lui dit, on va vous faire rencontrer un inspecteur pour prendre votre déclaration. Et alors qu'elle est là dans le poste de police à attendre pour faire sa déclaration, elle voit sur le babillard de la police le portrait robot du Zodiac qui a été fait par ces deux policiers, là, ces deux patrouilleurs qui l'ont interrogé, mais qui n'ont jamais su que c'était lui là, au moment du meurtre de Paul Stine. Elle voit ce portrait robot sur le babillard et elle dit au policier, c'est lui! C'est l'homme qui m'a embarqué dans la voiture, c'est exactement lui. Aïe, aïe. Et à ce moment-là, les policiers disent, si c'est la chance que tu as eue, parce que si cet homme, c'est celui que l'on pense, tu es une rare survivante. Et donc, elle est convaincue que l'homme qui l'a embarqué en voiture était le Zodiac. Et éventuellement, et c'est pourquoi il y a une espèce d'incertitude. On sait qu'à ce moment-là, le Zodiac a commencé à envoyer des lettres où il fanfaronne avec les policiers. Hein. Il donne de nouvelles victimes mais qui ne sont jamais identifiées. Il ne donne jamais d'éléments qui permettraient de croire que telle ou telle victime est l'une de ces victimes. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas de Kathleen Jones. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il envoie une lettre à la police et il dit « Ouais, la fille là, sur la route, là, sur l'autoroute 132, j'ai donné une vraie belle frousse. » Tu sais. Ouais. Donc, il récupère le crime. Mais il n'ajoute aucune information qui permettrait de croire que c'est bel et bien lui. Il y a quand même un petit détail. Lorsque Kathleen va dire aux policiers qu'elle reconnaît l'homme sur le babillard comme étant l'homme qui l'a kidnappé, les policiers, évidemment, vont vite retourner. On se dit, si c'est le Zodiac, on ne peut pas laisser une si belle occasion de nous échapper. Parce qu'elle raconte ce qui s'est passé, la voiture en panne, lui qui a manipulé les boulons de la roue. Peut-être qu'on pourrait avoir une empreinte, ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. On a quelques empreintes partielles, mais rien de définitif. Ils vont retourner à la voiture rapidement. Le soir même, on retourne à la voiture de Kathleen, abandonnée sur le bas-côté de la route, pour découvrir que le chauffeur, le bon samaritain, y est retourné et il l'a brûlé. Oh non. Donc, la voiture n'est plus qu'une carcasse fumante au moment où les policiers arrivent sur place. Donc, est-ce que cet enlèvement raté de Kathleen Jones est l'œuvre du Zodiac? On ne le sait pas, puis on ne le saura probablement jamais. Ensuite, évidemment, toutes sortes de lettres vont arriver, et la dernière lettre du Zodiac, il va continuer d'envoyer des codes. Il change ses codes, tu l'as mentionné un peu plus tôt, puis là je sais qu'on n'a plus de temps, mais effectivement, l'un de ces codes ne sera déchiffré que le 5 décembre 2020. Et parce qu'il change les symboles, il change les systèmes de code. Et ce code-là, les codes sont désignés toujours sous le nom de Z avec un chiffre. Le code qui va être déchiffré le 5 décembre 2020, c'est le code Z340. Z pour Zodiac, 340
40 pour le nombre de caractères. Et les deux autres codes qui jusqu'à maintenant n'ont jamais été déchiffrés, le Z13 et le Z32, ne le seront probablement jamais, parce que si on pose la question à des cryptographes, ce qui permet de déchiffrer un code, c'est la quantité de symboles. Mais tu sais, si tu as seulement 12 symboles, tu n'arriveras pas à trouver une redondance dans ces symboles qui te permettrait de comprendre le code. Okay. Donc, ces codes qui sont trop petits, là, le Z13 et le Z32, risquent de ne jamais être déchiffrés. Et puis, la dernière minute, te dire que oui, on a évalué 2000, il y a un moment donné, on s'est retrouvé avec 2500 suspects. L'un des suspects qui revient régulièrement est un type qui s'appelle Arthur Lee Allen. Et c'est la question que je voulais te poser, justement, parce que je ne l'ai pas vu encore, mais il y a un documentaire Netflix qui s'appelle This is the Zodiac Speaking, qui est sorti en octobre 2024. À quel point c'est tendancieux ou pas de quasiment le framer comme étant le suspect principal, là? Voilà, on est ici un peu dans un univers du billet de confirmation. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se le cacher. Arthur Lee Allen, jusqu'à ce jour, demeure le meilleur suspect qu'on a eu dans l'affaire du Zodiac. Hey, crois-le ou non, les deux éléments. Il y avait une montre de marque Zodiac et le logo de cette montre-là, c'est un rond avec une croix dedans. OK, bon, il est coupable, finalement. J'ai rien dit, Christian. Non, mais tu sais, je dis pas que c'est lui, mais tu sais, tu t'interroges le gars du Zodiac, il a sa montre, une Zodiac, mais il y a un symbole. Hein. Et le jour de l'agression au lac Berryessa, à la fin septembre 69, crois-le ou non, ce Arthur Lee Allen a été verbalisé le même jour sur une autoroute à proximité. La coïncidence que Arthur Lee Allen, un des suspects favoris des autorités dans les crimes du Zodiac, se trouve sur une route à proximité du lac Berryessa le même jour où il y a une agression du tueur du Zodiac. Et quand le policier l'a arrêté pour le verbaliser, il mentionne dans son rapport, le policier, il y avait du sang sur la banquette arrière. J'ai demandé au chauffeur, Arthur Lee Allen, c'est quoi ce sang sur votre banquette arrière? Il répond, c'est parce que j'ai tué un poulet, puis il y a eu un peu de sang qui s'est écoulé sur la banquette. Puis le policier dit, parfait, tu peux t'en aller. Mais, cela étant dit, Arthur Lee Allen, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais qu'on a déjà écoulé notre temps, puis il ne faut pas gâcher notre plaisir de voir ce documentaire qui est très intéressant à Netflix. Mais Arthur, ce qu'on ne nous dit pas dans le documentaire, c'est qu'on n'a aucune preuve contre Arthur Lee Allen. On ne nous le dit pas dans le documentaire, mais on essayait de faire des tests ADN sur la salive derrière les timbres, sur la salive qui a été envoyée sur les lettres du Zodiac. Il n'y a aucune correspondance. Il y a Majo qui s'est fait tirer dessus par le Zodiac, a reconnu Arthur Lee Allen comme étant l'homme qui lui avait tiré dessus. Mais les policiers qui ont croisé le Zodiac après le meurtre de Paul Stine disent non, Arthur Lee Allen, il y a 100 livres de plus que le gars qu'on a croisé sur le coin de la rue. Donc, les policiers n'ont rien, ils n'ont pas d'empreintes, les analyses ADN ne vont pas dans ce sens-là. Donc, sur le plan du matériel, Arthur Lee Allen a été écarté de la liste des suspects. Mais sur le plan des coïncidences, Arthur Lee Allen fait un très bon suspect, crois-moi. Ça bip rouge. Bip, 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 bip. Ça va être à voir parce qu'il est sur ma liste de recommandations. Ça lève pour utiliser une expression, là, ça lève un flag. Effectivement. Puis on va se laisser parce qu'il y a eu aussi une adaptation. Il y a eu un documentaire sur History Channel aussi en 2017 et un film en 2007 avec une distribution incroyable. Je pense que Robert Downey Jr. est là-dedans, Mark Ruffalo absolument. Aussi, qui s'appelle Le Zodiac. On va se laisser avec la bande-annonce, Christian. On manque de temps, même si on fait 1 heure ensemble. Je te remercie beaucoup pour l'épisode. Ça me fait plaisir. Mais c'est tellement une histoire fantastique. J'ai fait les coins ronds. Là. Je l'avoue, il y a plein de choses qui auraient été intéressantes de discuter. Ben, bon, on a au moins l'essentiel. C'était notre tueur de ce soir, notre suspect X, le tueur du Zodiac. Merci, Christian. J'ai déjà hâte à lundi prochain. À plus. Bye. Je n'ai pas voulu vous faire peur. Je peux vous emmener à la station-service ? Ça vous arrive souvent d'aider des gens en pleine nuit ? Quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide. Cher rédacteur en chef, je suis l'assassin des 2 adolescents de Noël dernier et de la fille de Valero. Reste dans la voiture. Vous les avez fichus la trouille. Je veux que vous publiez ce cryptogramme à la une de votre journal. Grace Smith, on n'est pas votre dessin terminé ?
Sergent Malanax, je suis Paul Everett du San Francisco Chronicle. Quelqu'un pourrait m'éclairer au sujet d'une lettre qu'on a reçue? Vous en avez reçu une aussi? Vous avez un suspect sérieux? Dans les 90 par heure. Dans ce cryptogramme se trouve mon identité. Si vous ne le publiez pas, je me lancerai dans une tuerie de masse. Mais aujourd'hui, là où toutes ces agences avaient échoué, un dessinateur vient de réussir. L'homme est le plus dangereux de tous les animaux. Tu as le lien avec le cryptogramme, les empreintes de chaussures similaires, le sang sur les couteaux, toutes des preuves indirectes. Il m'a menacé de mort. Tu vas l'arrêter, ce mec, ou non? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand tu l'auras attrapé? Quand tu l'auras arrêté? J'ai besoin de savoir qui c'est. J'ai besoin d'être là, de savoir que c'est lui. Plus rien n'a de sens maintenant. Je ne suis pas le Zodiac. Et si je l'étais, je ne vous le dirais pas. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre ici? Suspect X. Radio X.